Jordaens lui-même, le plus fort, le plus libre, ne put se soustraire à son tout-puissant souvenir. Mais du moins est-ce à la flamme même de Rubens qu'il éclaira son âme, au lieu de ramasser ses os. Il fit entrer encore plus de soleil dans la chair de ces grandes femmes. Il fit courir plus de sang sous leur épiderme. Il les fit rayonner de plus de puissance amoureuse. Il découvrit en lui-même, en regardant passer le Dieu qui ouvrait sur la vie ses deux mains généreuses, des poèmes rustiques qu'il avait à peine soupçonnés. Il vit des faunes aux sabots crottés de boue s'asseoir dans les chaumières flamandes, où pénétraient derrière eux les vaches et les poules, et partageaient avec le paysan la grappe serrée et le pain frotté d'ail. Il vit plus de lueur liquide dans les yeux des jeunes filles et plus de grâce furtive dans le sourire de leur bouche. L'esprit du monde le traversa d'un large éclair. Les autres se partagèrent l'univers de Rubens. Snyders rassembla dans ses arches bibliques les bêtes éparses dans les 3000 toiles du Héros. Il ne retint de l'énorme spectacle du monde où Rubens s'était enfoncé, des cieux, des mers, des femmes nues, des bois vivants, des sources, des prés, des palais de marbres et des chaumières qu'il avait dissous dans le sang de ses veines pour les dérouler sur la toile au choc de son cœur, que les poissonneries et les charcuteries des rues, la palpitation nacrée des ventres, le frisson luisant des écailles, le glissement visqueux des longs corps cylindriques, l'épaisseur des viandes, la chaleur des poils et des plumes entassées pêle-mêle, une odeur de mer et de sang caillé flottant parmi les rousseurs des gibiers d'automne, les bleus et les verts des algues et des profondeurs marines. C'était encore trop pour lui. Fitt l'aida dans sa besogne. Crayer, qui aimait aussi les poissons, la mer, les viandes de boucherie, ferma les yeux timidement pour leur laisser ce domaine et crut devoir se réserver les portraits équestres, les triomphes monarchiques et les théologies pompeuses dans le décor des colonnades torses et des tentures de brocart. Le bon peintre Jacob van Doest lui abandonna les nus athlétiques et les mélodrames musclés pour s'enfermer dans sa Bruges mourante avec ses bourgeois enrichis qui se drapaient dans les manteaux et les pourpoints, dont Rubens habillait ses princes, debout dans la grandeur des ciels. Van Dyck s'empara des mains, des visages, dépouilla les soldats de leurs harnais de guerre pour mieux voir leurs chevilles et leurs poignets, et habilla de robes très étoffées les divinités de la Flandre païenne pour goûter un plaisir plus pervers à les déstabiliser ensuite. Là où était le geste sûr, la puissance aisée, la superbe élégance de la force en action, il substitua le geste apprêté, la grâce maniérée, l'élégance apprise et fanée de la servitude et de l'oisiveté de cour. Le noble avait quitté l'armure, il avait accepté que son donjon devint un château de plaisance, il avait livré au roi ses ponts et ses chemins contre de beaux habits brodés. Mais il lui restait encore dans les os une vigueur cavalière qu'une pointe de corruption énervait au bout de ses doigts et pâlissait sur son visage. Van Dyck promena du sud au nord sa pénétration nonchalante. Il découvrit en Italie, dans de grands palais tristes, les petits-fils d'une aristocratie violente qui s'abandonnait à sa déchéance morbide. Les petits-fils d'une aristocratie brutale qui renonçait à disputer le pouvoir aux marchands le firent venir en Angleterre. Là, des visages nerveux, rétractés par l'orage intérieur qui ne peut plus se répandre, ici des faces pâles à cheveux blonds, de longues mains pâles sur des hanches, l'altière résignation d'avoir à enfermer sa force inemployée et décroissante en de grands parcs pleins de feuilles brouillées par la vapeur qui monte des pelouses gorgées d'eau. Partout des hommes séparés du torrent du siècle, isolés dans leurs plaisirs, isolés dans leur ennui. Le maître avait traité avec les grands traitaient l'élève. Son goût, sa culture facile, son élégance mousquetaire et son talent de couturier le leur rendaient indispensables. Il employa la force que lui laissait sa vie factice d'artiste, trop adulé des oisifs et trop aimé des femmes, à devenir le peintre du monde et de la mode, le premier en date et en valeur. Pour une tête hautaine ou fine sur un grand ciel vivant, pour une belle main tenant un mouchoir de batiste, pour un éclair de profondeur qui lui fit apparaître un jour, dans une figure charmante et niaise, le symbole incarné des vieilles races, dévorées par leur temps, qu'elles croient dominer avant qu'elles aient seulement essayé de le comprendre. Il gâcha sa verve fatiguée à froisser des pourpoints, à mettre à demi des gants qu'il jetait ensuite avec négligence, à faire mousser des dentelles, à recouvrir sa tête folle d'un feutre à plumes ondoyantes, à écarter les pointes de ses pieds enfermés dans des bottes molles, à s'appuyer du poing sur une haute canne en relevant sa moustache.
Il ne comprit peut-être pas que les succès et les plaisirs suçaient peu à peu son sang pâle et, s'il souffrit, c'est de sentir sa déchéance sans en connaître les causes et pouvoir se reconquérir. Comme tous les êtres sensibles devenus hommes de plaisir, il est triste. Il y a plus de noir et de gris dans une seule de ses toiles que dans toutes celles de Rubens. Il n'a jamais connu sa joie sensuelle qu'il a gaspillée çà et là. Il n'a jamais eu sa large foi païenne et nul autre pour la remplacer. Dans ses tableaux de religion, il accepte tout à fait, par son sensualisme insinuant et fade, d'être le peintre des jésuites que Rubens avait effectivement servi, en inondant de vierges séduisantes les églises, comme il le lui demandait, mais qu'il avait combattu profondément en maintenant contre eux, pour lui faire traverser son siècle, la force révolutionnaire de la vie. Il flattait la dévotion bienséante de ceux qui ne croient plus. Par ses tableaux de religion, il consentait à jouer en Flandre, avec plus de désinvolture et des évasions plus fréquentes, il est vrai, le rôle qu'allait remplir Bernin en Italie, avec une grandiloquence tapageuse. Le Sueur en France, avec une douceur trop fade. Murillo en Espagne, avec un sensualisme équivoque et malsain. Philippe de Champaigne, qui avait à peu près son âge, dut faire, pour réagir contre les tendances du siècle, un effort d'autant plus âpre et dur qu'il avait reçu comme Van Dyck lui-même l'éducation païenne des vieux flamands et voyait sur l'horizon de sa jeunesse le tumultueux passage de Rubens. Par une de ces brusques ruptures d'équilibre, que seuls les grands mystiques peuvent s'infliger, il oublia jusqu'à la joie de peindre qui est toute la raison d'être des maîtres de son pays. Il fixa ses yeux sur les crucifix de bois cloués au mur nu de cloîtres jansénistes. Il peignit la chair de sa chair vêtue de bure grise. Il couvrit d'une cendre froide les portraits agenouillés des martyrs du doute chrétien. Rubens avait vaincu sans lutte, sans même sentir leurs entraves, parce que sa vie entraînait tout, l'appareil des allégories et la volonté de démonstration dogmatique que lui imposait son temps. Lui, mort, nous entrons décidément dans un siècle où l'art ne vivra plus, ou plutôt n'essaiera plus de vivre, que de formules, de préoccupations pédagogiques, de théories et d'intentions moralisantes. Ce siècle prendra d'ailleurs pour champ d'action une autre terre que la Flandre. Elle suffisait à peine, après la visite d'Hercule, à nourrir Jordaens. Van Dyck n'y put vivre plus de 6 années de sa vie d'homme. Philippe de Champaigne déserta Bruxelles pour Paris. La Hollande victorieuse suçait la vie des Pays-Bas. Quand elle n'envoyait pas ses peintres à la Flandre comme cet étrange Brouwer, qui mourut à 32 ans après avoir battu les cabarets d'Anvers pour y surprendre des visages de joie, de douleur grimaçante ou d'attention comique brusquement apparus dans l'ombre et que la grandelle invisible qui devait soulever Rembrandt effleura peut-être, elle imposait aux derniers artistes flamands ses défauts les plus certains. David Ténier s'emparait de son esprit anecdotique et déroulait des danses immobiles, des orgies silencieuses et des kermesses mortes dans des paysages gris et doux. Un frisson de deuil, un frisson pâle et froid passait sur la terre flamande. Son libre espace où les brumes de l'Escaut et de la mer du Nord avaient fourni à ses artistes, de Van Dyck à Rubens, l'ambre et l'opale, allait s'éteindre tout à fait. Sa dernière vibration frémit sur les batailles ordonnées comme des quadrilles et les forteresses pour rire que Van der Meulen offrait humblement au roi de France dans quelques vapeurs bleues et fines qui montaient parmi les arbres légers. La Flandre avait assez donné au monde. Sa vie confuse, épaisse et riche, sa vie gonflée de sang, de suc, ivre de force, suante d'odeurs fécondes, avait fait passer son esprit, par Rubens, dans les veines de l'avenir.